Et bonjour! Bienvenue dans la nouvelle saison d'On n'est pas filmé, la deuxième saison. On est très heureux de vous retrouver avec une magnifique table, les cultes, les magnifiques. Nous avons déjà Lazare. Comment vas-tu, Lazare? Ça va très bien. Quand même, quel beau gosse. Je m'applaudis moi-même. J'ai l'impression que je suis là que aux premiers et derniers épisodes C'est vrai. de saison, ouais. Tu es là un peu plus présent quand même sur cette saison, j'espère. Oui, certainement. Peut-être là même à toutes les émissions. C'est vrai? Ah oui. Ah bah quand même, j'espère. Attention, c'est enregistré cette émission au cas où, Lazare. Tu ne peux plus t'envoler de tes propres ailes. Tu es obligé d'être lié à On n'est pas filmé et d'être enfermé, comme nous tous, dans ce studio Station B. Aïe, la tuile. Eh bah oui. Lenny, comment vas-tu, Lenny? Un plaisir. J'ai cru comprendre aux dernières émissions que c'était accepté qu'on était filmé. Mais Oui. je sais pas. Oui, Cette c'est saison, bon. on accepte d'être filmé, ça y Non, est. tu comprends que c'est filmé, que ça a toujours été Oui. filmé. D'accord. Alors, toujours. Bon, faut jamais dire toujours, comme faut jamais dire jamais. Toujours, jamais. Bah, t'as dit merde. les deux pires mots qu'il fallait, donc Je ouais. suis foutu. Bah comme d'habitude, évidemment, dans cette émission. Nous avons Romane. Comment vas-tu, Romane? Bah ça va très bien. J'ai pas grand chose à rajouter. Bah c'est bien, c'est vraiment une belle succession. En tout cas, t'arrives à vraiment C'est bien concis. rebondir. Ouais. Toi, par contre, tu risques de pas rester très longtemps. Faut te remplacer. Parce que je suis une femme. On adore Trump ici et on a Evan. Et oui, c'est vrai. Ça va? Ouais, ça va. Ah Ça bah va, pareil. c'est cool. Ouais. Ah, mais toi, ce que tu dis, c'est vraiment à chaque fois top niveau, quoi. Franchement. Ouais. Non, mais je suis pertinent, moi, en général. Ok, d'accord. Ouais. Franchement, bah, super ambiance pour cette nouvelle saison. On a Marion à la régie, comme d'habitude. Marion, incroyable. Salut tout le monde. Très heureux aussi de te retrouver à la régie. Est-ce que tu as vu plusieurs films cet été? Non, parce que j'étais punie. Et Oh. ouais, j'avais Encore, pas le droit d'aller au cinéma. Ah, qui t'a puni? Ma maman, Oh non! oui. J'ai volé des bons becs et. Oh du coup, non, mais voilà. c'est pas de possible. pistoche, pas de cinéma. C'est désolant, franchement. Alors qu'on avait eu une belle saison, t'as écouté évidemment les Summer Lux par contre. Bien sûr. Ah, j'espère, ça t'a donné envie de retourner au cinéma. Quand j'aurai le droit, oui, il n'y a Ah. pas de souci. Bon, bah, j'espère que l'interdiction se termine très très vite puisqu'on a plusieurs choses à vous proposer. Déjà, il y aura l'actualité. On va essayer de débattre un petit peu autour d'un événement de l'actu cinéma en général. Évidemment, on va vous présenter quelques dates importantes à noter autour du cinéma luxe ou du cinéma normand. On va aussi revenir sur une bataille après l'autre, le film de Paul Thomas Anderson, le film culte, je pense, qui va très vite et être noté de toute façon pour cette année comme un film marquant. Nous avons aussi, puisqu'on est dans le Paul Thomas Anderson, une ressortie au cinéma de Punch Drunk Love, donc on va vous faire une petite analyse, essayer de vous titiller un peu cette curiosité à retrouver ce film autour d'un réalisateur culte. Et on aura évidemment le petit jeu, le jeu que vous adorez, donc une émission bien chargée. Ce soir, j'ai préparé des pockets de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et pour la petite actualité, nous retrouvons donc l'IA, encore une fois, qui revient et qui fait encore du bruit, malheureusement. Pour autant, nous, on n'est pas très partisans, je pense que vous allez vite le deviner, et j'espère pour vous aussi. L'IA, c'est un bon outil, mais pour autant, quand ça devient la première actrice, par exemple en IA, T. Norwood, qui a déjà son premier rôle apparemment, ça commence à devenir un petit peu problématique, et ça prend des avancées un peu alarmantes. Déjà, c'est une création de la société Particle 6, donc spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle est présentée avec l'ambition de créer la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman, rien que ça. Un principe qui reste à l'heure actuelle davantage une tentative de coup marketing, évidemment, encore le rôle dans une production qui se veut volontairement parodique, proposée par Particle 6 eux-mêmes. Cependant, donc nul doute qu'elle est ainsi donc parmi les 40 actrices prévues par la société qui auront un impact dans les discussions entre les studios et les comédiens pour la renégociation de contrats prévus pour l'an prochain. Léni, t'as un petit peu vu justement cette actualité qui est plutôt alarmante et qui alarme aussi Hollywood puisqu'ils réagissent énormément en ce moment. Bah oui, même si il faut quand même remettre les choses un peu dans leur contexte, on n'est pas encore sur une IA, on n'est pas encore sur une actrice, mais sur une persona qui a un impact gigantesque. On est encore sur une petite échelle, on est vraiment presque sur les prémices de la chose. Je ne m'abuse, il y a même déjà eu peut-être un compte Instagram qui a été proposé, mais oui. c'est notamment sur le site de Particle 6 qu'on peut retrouver
du coup des vidéos, et notamment celle où elle est mise en scène, où il y a une espèce d'effet parodique, il tourne en dérision le côté une IA qui va littéralement tout faire de A à Z, créer le scénario, filmer, tout ça. Donc ça se veut presque, comme tu l'as dit, finalement, le côté marketing. Mais c'est vrai que c'est assez peu engageant parce que déjà, quand il y avait eu la grève des scénaristes, la plus grande appréhension des comédiens et des comédiennes, c'était « Excusez-moi, j'ai pas envie que vous me scanniez en 3D, j'aimerais que mon image soit mon image et que vous puissiez pas forcément l'utiliser. » Parce qu'il y avait aussi comme volonté aussi des studios d'utiliser les figurants, donc leur visage potentiellement en IA pour de très nombreuses productions, dont Disney par exemple qui avait déjà présenté cette ambition. Absolument. Et là, avec ce principe-là, c'est un peu l'idée de se dire, ok, on va créer des stars qui n'existent pas réellement. Donc forcément, c'est encore une fois, c'est assez inquiétant. Techniquement, c'est un coup marketing qui peut exister sous une autre forme, même si on n'est pas sur de l'intelligence artificielle, mais on peut penser à des figures qui n'existent pas réellement, comme Hatsune Miku, dans un autre registre. Donc là, mais il y a des humains derrière. Je veux dire, voilà, il y a une voix aussi enfin une voix humaine derrière. Alors que là, je crois, T. Norwood, tout est numérique. Tout est faux entre guillemets. C'est-à-dire que tout est une création ex nihilo, presque j'ai envie de dire. Et donc c'est le truc de le côté littéralement prendre la place de comédiens, de comédiennes. Ça va être quelque chose qui va arriver. Est-ce que ça va être tout de suite utilisé dans des grandes productions? Pas forcément, non. Mais ça peut être à plus petite échelle et quelque chose de plus insidieux, que ce soit des publicités. Il disait que déjà ils vont commencer par TikTok et ça peut très vite aller sur des films ou autres. Donc là pour l'instant ils ont réussi leur coup marketing puisque Hollywood alarme déjà là-dessus. Donc, mais c'est la volonté de toute façon, c'est d'être scandaleux. Absolument, et le fait est que justement plus le scandale est grand, plus et forcément la société va faire parler d'eux, d'où ce côté de la première actrice en IA a eu un rôle. C'est plus, encore une fois, comme tu as dit, le côté marketing. Mais le fait est que, clairement, c'est sûr, quand on a des propositions et des situations pareilles, la renégociation entre les studios et la guilde, basiquement, des comédiens, des réalisateurs et de tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Le bras de fer va peut-être se transformer en s'il vous plaît, laissez-nous un peu avoir des rôles. Tout à fait. Donc une autre peut-être potentielle grève ou une succession de grèves l'année prochaine au vu déjà de ce genre d'événement. C'est ça, ou à minima, en tout cas en espérant peut-être un peu plus de législation par rapport à ça pourrait sans doute aider. Ce qui devient urgent, je pense. Une autre actualité qui est un petit peu plus ancrée, on va dire, sur notre sol national, autour du cinéma d'exploitation. Oui, une autre actu, ça pue du cul, grave. Ah, c'est bien, ça. Cette fois-ci avec Warner. Alors on avait déjà nous en interne au luxe des quelques craintes, notamment suite à la vente du catalogue de Warner. Alors ça vous le savez peut-être pas forcément parce qu'il n'y a pas d'article de presse qui en parle, mais le catalogue d'un distributeur sont les films dont peut disposer une salle pour diffuser tel ou tel film. Jusque-là, les films du catalogue Warner, on pouvait y avoir accès. On pouvait programmer tout à fait un film de Christopher Nolan par exemple dans Matrix, une salle de cinéma, Matrix. On peut voilà, c'était tout à fait possible jusqu'à ce qu'il y a voilà un mois ou deux, Warner a revendu tout son catalogue à ce qu'on va appeler entre guillemets un sous-distributeur Park Circus, qui lui est un sous-distributeur, une entreprise avec on va dire un rapport à la distribution qui est assez peu qui est problématique. Assez problématique, qui peuvent demander assez cher pour leurs films, qui n'ont pas forcément de support. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait négocier les droits d'un film avec ce distributeur-là et ne pas avoir de copie. C'est-à-dire qu'ils nous disent juste, voilà, vous pouvez acheter un Blu-ray à la limite. C'est une pratique qui est assez choquante et surtout c'est quand même une énorme déception qu'un studio qui nous a autant soutenu comme Warner qui nous lâche. C'était peut-être un des derniers gros studios hollywoodiens avec qui on pouvait programmer des soirées avec ce genre de film porteur. Puisque ça fait plusieurs années aussi qu'il faut le préciser, Warner est en grande difficulté au vu des films voilà. et des échecs des gros films. On parle par exemple The Flash, Superman non plus n'est pas cette année un énorme succès qui aurait pu sauver le studio comme c'était escompté. Donc évidemment, il est toujours en difficulté. Antérieur à ça, il y avait Furiosa. Enfin, on est vraiment sur une mauvaise pente. Ça, c'est vraiment plusieurs sons de cloche. Et il y a un autre son de cloche qui vient d'apparaître. C'est la rumeur du rachat de David Ellison, donc qui est
le PDG de Skydance, qui a priori, après avoir du coup avalé Paramount, voudrait racheter Warner. Rien que ça, c'est tout à fait inquiétant. Ça corrobore, hein, ça coïncide tout à fait avec la vente du catalogue de Warner à Park Circus. On sent que tout ça sent très très mauvais. Je crois même qu'il y avait des rumeurs de rachat par Netflix de Warner. Tout à fait. Oui, Lenny. Sur l'aspect inquiétant, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est loin de nous, ce sont des grandes sociétés, des grandes productions, quoi que ce soit. C'est quand même important de rappeler que plus on a de diversité de production, plus on a de diversité de studios, plus on aura la possibilité d'avoir des films. Même pas forcément des films différents, mais juste d'avoir des films. Parce que pour un studio qui crée 300 films en une année, ça leur servira pas forcément, même s'il y en aura certains qui pourront être vendus ou quoi que ce soit. Donc c'est clair que c'est assez inquiétant, surtout de plus en plus avec cette espèce d'idée d'avoir de gigantesques entités, que ce soit Disney qui rachète, que ce soit ici, auquel visiblement des idées de fusion, ce genre de choses. Oui. Donc c'est à surveiller. Également, j'ai l'impression de me répéter avec le coup de l'IA, mais à voir s'il y a les autorisations aussi, parce que je sais pas si c'est quelque chose auquel l'État ou certaines structures ne peuvent pas intervenir ou refuser à base de là vous commencez à altérer le côté libre marché ou quoi que ce soit, vous devenez une structure trop grande. Donc je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas forcément rassurant. Oui, Lazare. Avec des gouvernements de droite qui se succèdent comme ça, tu peux être sûr que personne ne va jamais légiférer là-dessus. On le voit bien encore sur ces dernières années. l'IA est là depuis 2-3 ans et elle n'arrête pas d'avancer. Il faudrait encourager l'entrepreneuriat à outrance parce que ça va créer de la valeur, etc. Sans prendre en compte le fait que ce monde va s'effondrer d'une minute à l'autre. C'est bien. Ça va bien avec le côté Matrix qu'on a évoqué tout à l'heure. Des actualités un peu plus ancrées là, carrément sur le cinéma luxe et les événements donc à noter. Ouais, tout à fait. On a du beau monde, du beau linge, comme dirait un de mes collègues, qui se presse aux portes de l'Amphidor à l'université. On a François Ozon qui va venir nous rendre visite le mardi 7 octobre à 20h, donc l'Amphidor, la grande salle de l'université, pour présenter son nouveau film L'étranger, qui est un film très très attendu, pressenti pour faire beaucoup de bruit et voir peut-être je pense que c'est un rôle à César, hein, clairement pour Benjamin Voisin. Même le film est un film à César, tout à fait. Et puis on est vraiment, les adaptations de livres en film ont quand même le vent en poupe ces dernières années, surtout en France. Et nous aurons également Blanche Gardin qui nous rejoint le mardi 14 octobre, juste une semaine après, accompagnée de Sébastien Bedbédé, le réalisateur de L'incroyable Femme des Neiges. Sébastien Bedbédé, si vous n'avez jamais vu ses films, c'est un génie absolu. Voyage au Groenland, un des films les plus drôles, je pense, que j'ai eu l'occasion de voir. Si vous adorez Thomas Simeka, cet acteur qui a toujours l'air du père, c'est vraiment incroyable. Tout ça, et on est dans la lignée de ces films-là, puisqu'on parle à nouveau du pôle Nord. Et nous avons, alors là c'est vraiment la rencontre improbable de l'Amphidor, c'est quand même celle de Fabrice Eboué, qui vient nous présenter son film Gérald le Conquérant, qui a été tourné en Normandie. Il est dans une grosse campagne de promo et il va nous accorder une petite discussion après la séance. On a hâte. En exclusivité en plus, de ce que j'ai compris par rapport aux autres salles potentielles, c'est qu'à l'Amphidor, il va ouvertement ouvrir le débat, vous pourrez poser des questions carrément cette fois-ci à Fabrice Eboué. Parce que je crois qu'en fait, toutes les séances qu'il fait avant, il va juste dire un petit mot introductif et là, il sera pas là avant la séance, il sera là après pour pouvoir échanger avec le public. Donc voilà, on a très très hâte et voilà, juste une petite séance comme ça parce que elle mérite le coup d'œil. Il y a une projection unique de One to One documentaire sur John Lennon et Yoko Ono. Voilà, je suis très très curieux de voir le film, des images inédites du couple John Lennon et Yoko Ono, couple assez fascinant et unique. Carrément même. Eh bien écoutez, c'est un très 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 beau programme qu'on vous propose évidemment, et un autre programme arrive justement autour d'une bataille après l'autre. L'entretien sera intégralement pas filmé.
Et nous faisons une petite critique autour d'une bataille après l'autre. Donc le grand film de Paul Thomas Anderson qui est donc sorti le 24 septembre 2025 évidemment. On a réussi à avoir une petite avant-première au Luxe le 23 septembre avec au casting rien que ça, mais Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor et Sean Penn. Et autant vous dire que le casting est assez marquant et se défoule véritablement sur ce film qui va aussi, on peut le dire, ça c'est un film à Oscar, très clairement. L'histoire, pour vous dire un petit synopsis très léger sans vous spoiler, on est donc sur des anciens révolutionnaires désabusés et paranoïaques, et particulièrement donc Bob qui vit en marge de la société avec sa fille Willa qui est indépendante et pleine de ressources quand son ennemi juré, joué par Sean Penn, qui refait surface après 16 ans et que Willa disparaît. Bob, il remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant donc pour la première fois les conséquences de son passé de révolutionnaire. Un film Warner d'auteur avec énormément de budget, qui avait énormément d'ambition et aussi d'attente évidemment, puisque c'est donc le retour de Paul Thomas Anderson depuis Phantom Thread et non Depuis Licorice Pizza. Depuis Licorice Pizza, pardon. J'avais complètement oublié alors que je l'ai vu. Mais c'est un autre film, une autre proposition qu'on pourrait dire moins académique comme beaucoup de sa filmographie, There Will Be Blood, Magnolia, on rappelle quand même ce grand réalisateur. Et là, un grand film américain. Je dis grand parce que là, je sais que beaucoup ont adoré ce film, voire le prônent déjà comme un film culte, ou un film de l'année du moins. Romane, c'est ton cas? Ouais, moi j'ai vraiment adoré le film, j'ai passé une trop bonne séance. Déjà, il faut le dire, c'est quand même hyper impressionnant que ce soit un produit Warner et qu'il ait réussi à sortir aux États-Unis, alors que le film, il est quand même anti-militariste. Il montre bien que les méchants, c'est les militaires blancs qui sont là pour qu'il y ait une race pure aux États-Unis. De suprémacistes de blancs. suprémacistes blancs, tout simplement. Donc je trouve ça hyper fort que le film ait réussi à sortir. Et ouais, il n'y a aucune ambiguïté, quoi. Ici, les gentils, c'est la gauche et les méchants, c'est la droite. Et dans le climat actuel du monde, c'est assez agréable, je trouve, de voir ça. La mise en scène, encore une fois, Paul Thomas Anderson, il montre que c'est le maître. Tout est trop beau. Il laisse rien au hasard. Notamment, je trouve la scène de course-poursuite à la fin avec les voitures qui est vraiment impressionnante et qui nous laisse en tension durant tout le long. Le film, il dure 2h40, mais on les voit vraiment pas passer. Non. Je trouve que je vois Lenny qui fait les gros yeux. C'est normal, voilà, c'est Lenny, on le connaît, il va avoir un autre avis. J'ai vraiment pas vu les 2h40 passer. Je trouve que pareil, il est hyper précis dans son écriture. Paul Thomas Anderson, on passe vraiment au début d'un film d'action révolutionnaire à après un drame familial hyper mignon et intense. Comme je disais la dernière fois pour The Phoenician Scheme, moi les relations familiales père-fille, je trouve ça toujours hyper attendrissant. Et là, c'est encore le cas. Je trouvais ça trop chou. Mais surtout, la force du film, c'est le casting. J'aime pas du tout Leonardo DiCaprio d'habitude. Il me saoule. Je trouve que... Enfin, j'aime pas sa manière de jouer. Mais ici, il fonctionne super bien. En mec hyper intense des fois et sinon complètement à la ramasse. Il est hyper fun. Benicio del Toro, il est trop fort. Sensei. Bon, voilà, je suis folle de lui, mais vraiment, il montre encore que c'est un... je crois qu'on l'avait pas eu cette info. Non, pas du tout. Mais je trouve que c'est un acteur de génie et pareil, mais il est trop drôle parce qu'il est tout le temps à côté de la plaque. Si je peux me permettre un mini spoil. Un mini spoil, allons-y. Quand il danse avec la police, là, mais moi, je pleurais de rire. Voilà, incroyable. Sean Penn. C'est bien, c'est vague ton spoil pour le coup. Donc on sait pas vraiment où ça se situe. Donc franchement, on peut l'avoir sans connaître. Ouais, c'est très vague. Je suis forte en fait. Et Sean Penn, oui, évidemment. Sean Penn, incroyable. Ça m'a vraiment fait penser à un action man que quand on est enfant, on maltraite, mais qui revient toujours. Ah, wow. Ouais, vraiment, j'avais cette vision-là est... dans ma tête. Il est trop fort, il est trop drôle. Et je voulais mettre un petit mot quand même pour la jeune actrice, Chase Infinity, qui joue Willa. C'est son premier rôle. Et je trouve qu'elle est hyper forte parce qu'elle reste en tête, pareil, à la fin du film, on se souvient bien d'elle, alors qu'elle partage quand même l'affiche avec 3 grosses têtes. Et je pense que tenir un rôle et réussir à être aussi impactante, alors qu'il faut rivaliser avec Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro et Sean Penn, je trouve ça hyper fort. Pour moi, c'est le véritable personnage principal de toute façon, carrément. Qui se tient complètement et qui a déjà toutes les conséquences sur les épaules et qui le tient parfaitement. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre aussi au niveau de l'acting. Lazare, bon alors, je sais aussi que tu considères ce film comme un grand film.
Ouais, carrément. Pour moi, c'est une machine à scène culte. Ce film, tu parlais de la scène de course-poursuite. Pour moi, elle restera un genre, déjà, elle est hyper originale. Se servir comme ça des boss de la route. Enfin, genre, je sais pas si ça a peut-être déjà été fait avant, mais très clairement, quand on parlera du film, c'est une des scènes qui ressortira. Et il y a plein de petites scènes, de petits. Il a cette science-là, en fait, Paul Thomas Anderson, d'arriver à créer des situations où tu l'attends pas. Il fait tout d'un coup revirer le scénario d'un autre côté, d'un plan à un autre, en fait. Il est capable de te faire des petites feintes, et c'est ça qui est trop bien avec son cinéma, c'est que tu as toujours l'impression de naviguer à vue, de jamais savoir où il va t'embarquer, et c'est toujours hyper dépaysant. On en parlera après avec Punch Drunk Love, mais on est vraiment dans cette même lignée. Moi, si ça peut être un peu une scène un peu symptomatique de tout ce travail-là, c'est, je sais pas si vous voyez, alors mini spoil, la scène du sniper où DiCaprio. Oui. Et ben, en fait, il y avait 1 milliard de façons de filmer cette scène, de filmer l'impact de ce tir. Et là, le plan qu'il va choisir de coupe pour montrer la conséquence de ce tir, c'est hyper intelligent. Il sait ce que nous on attend en tant que spectateur, et paf, il va à l'inverse de ce qu'on pense. Et ça, c'est vraiment mais d'une richesse folle. Et puis bon, après voilà, on parle évidemment le casting est brillant. DiCaprio en retrait, c'était assez inespéré. Moi, j'avais peur qu'il soit effectivement hyper présent comme il a l'habitude de l'être. Mais voilà, la vraie révélation, c'est Sean Penn. Je crois que c'est peut-être mon rôle préféré de lui. Et j'ai entendu des gens qui disent qu'il surjoue, il cabotine à mort. Mais grave. Mais c'est ce que j'adore. Ce personnage, il est ultra caricatural. Il est super drôle. Je sais pas, il y a un vrai truc. Il est dégueulasse. La scène où on le découvre, elle est géniale, cette trick au pantalon, mais complètement what the fuck, sorti de nulle part. C'est trop bien. Et c'est ça, ça paraît un autre truc très fort avec Paul Thomas Anderson. Il nous introduit des fois les personnages de manière absolument improbable. Alors voilà, c'est marrant quand ça doit l'être, c'est vraiment touchant quand ça doit l'être. Paul Thomas Anderson, il est intestable, et je trouve que là, il prend son envol. Il y a des fois, il fait des films assez intimistes. Paul Thomas Anderson, c'est le cas avec Licorice Pizza, qui est vraiment à échelle humaine. Et là, on retrouve un peu ces films avec vraiment du souffle, avec le côté un peu monumental. C'est une épopée en plus américaine, dans l'Amérique moderne. C'est ça, ouais. Et là, c'est vraiment un film d'ampleur, je trouve, comme il sait les faire. Mais cette fois-ci, vraiment avec toute l'expérience et tout l'artisanat qu'il a su avoir pour ses films précédents. Parce qu'on va suivre aussi les personnages sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, sur une Amérique qui va changer, qui va se moduler, et qui va arriver à des conséquences qui elles sont justement, et qui vont potentiellement être sur le dos donc de potentiels anciens militants, puisqu'en soi c'est à l'époque d'aujourd'hui ils sont des anciens militants, et en fait ils deviennent les conséquences un peu de cette Amérique qui s'est détruite en fait de l'intérieur, puisque c'est totalement ça. Et quelles sont les conséquences de cela? Et c'est ça qui est aussi impressionnant avec une bataille après l'autre. On va faire dans le désordre, enfin là on fait dans l'ordre, hein, petit à petit, pardon. Evan, donc grand film aussi, mais je crois que c'est un peu moins ça quand même. Non, mais grand film, mais c'est juste qu'en fait, la réserve que j'ai, qui finalement n'est pas une réserve, c'est qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit aussi bien, vu que c'est Paul Thomas Anderson. Ah oui. C'est tout con, mais en fait, voilà, mes attentes ont été remplies, mais sans surprise. Et du coup, c'est un film que je trouve excellent, mais je suis jamais vraiment surpris devant. Maintenant, bon, malgré ça, au-delà de ça, plutôt. C'est un gros film. Enfin, c'est un gros film, c'est-à-dire que là, on est sur un film qui a des qualités indéniables. La mise en scène, vous l'avez dit, hein, mais la mise en scène, le sens du rythme, le casting, la direction d'acteur, le montage, tout est très maîtrisé, tout est excellent. Ça fait du bien de voir DiCaprio en retrait et un peu moins en cabotin. Ça fait du bien aussi de revoir Sean Penn, parce que quand il est bien utilisé, qu'est-ce qui peut être excellent. Et puis, c'est un film qui s'autorise toutes les libertés. C'est un film qui est bloqué dans aucun genre. C'est entre l'intime, le spectaculaire, l'épopée américaine, comme tu as dit, parce que c'est aussi un grand portrait d'Amérique aussi, finalement, ce film, qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé Eddington la même année. Oui. Parce qu'au final, je trouve que les deux films se rejoignent pas mal. Alors, ils sont complètement différents, mais ils se rejoignent pas mal dans cette idée que c'est une Amérique qui est complètement fracturée, et du coup, ce sont des films du désordre américain un petit peu. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Et donc voilà, c'est un gros film qui a un aspect en plus très blockbuster et très grand public, que je trouve assez surprenant. En tout cas, j'avais pas la sensation d'avoir déjà vu ça chez Paul Thomas Anderson, oui. En tout cas pas de cette manière-là, parce que ça a toujours été considéré comme plutôt un cinéaste de cinéphile au final. Et là, en fait, je pense que ça peut jouer en sa faveur, justement, en termes d'accessibilité.
que ce soit justement cette espèce de blockbuster grand public. Et je voulais... Ouais, pardon. Parce qu'il y a ce côté de film d'action en réalité, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Il y a beaucoup d'action dans le film, il va y avoir aussi des courses-poursuites énormément, voire quasiment pendant 2 heures du film. Et c'est ça qui peut aussi intéresser le grand public, c'est que véritablement on peut leur vendre le film comme s'ils allaient voir un vrai film d'action en tant que tel. Ouais, absolument. Roman ? Après, oui, mais moi qui suis pas du tout fan des films d'action de base, c'est pas que ça. Enfin, vraiment, les personnes qui n'aiment pas ça, mais foncez-y quand même, parce que c'est beaucoup plus profond ça, je trouve, au fond. Et Evan, tu voulais compléter ? Ouais, je voulais juste dire un dernier truc que je trouvais super intéressant dans le film, c'est que si on rentre dans de l'analyse et tout, j'ai trouvé ça intéressant en fait que ce soit un film complètement du mouvement, c'est-à-dire que déjà dans la mise en scène, la caméra elle est tout le temps en mouvement, mais tout le temps elle accroche tout le temps ses personnages. Quand ils sont en mouvement, la caméra se déplace, et même dans le film, ce sont des personnages en fait qui sont tous en mouvement aussi. C'est-à-dire que t'as la traque, t'as la fuite, t'as le besoin d'action avec ce groupe révolutionnaire, et en fait tout le film c'est un espèce de gigantesque mouvement qui va être cristallisé jusqu'à cette séquence sur la route, qui est en fait un rappel du road movie et un rappel de la route comme mouvement éternel quoi, quasiment. Oui, Lazare. Ouais, je voulais juste compléter rapidement. J'ai lu une analyse super intéressante du film qui disait que le rythme du film épousait en fait celui de la ferveur d'un acte militant. C'est-à-dire au début on est vraiment dans l'énergie, dans quelque chose de très frénétique, et puis ça retombe comme ça pour ensuite revenir. Et je trouve que ça ressemble vraiment à ça. On commence par un acte militant, ensuite on envoie les retombées, et puis ça remonte, une bataille pour après l'autre, quoi. Voilà, évidemment. Et Lenny, alors évidemment t'as le droit d'avoir ton avis, attention c'est absolument pas une critique, je sais qu'elle est plus nuancée. Elle est plus nuancée parce que c'est vrai que Paul Thomas Anderson, perso, je connaissais très peu, voire que de loin, on va dire. J'ai cru comprendre, mine de rien, que c'était la 2e adaptation de Thomas Pynchon qu'il avait fait avec Inherent Vice précédemment. Oui. Donc je sais pas du tout s'il est proche, on va dire, du scénario de base, si ça a vraiment été un décal ou quoi que ce soit, mais c'est quand même à noter et ça peut être intéressant, mine de rien, parce que c'est vrai que tu traites pas forcément un film comme ça de la même façon si c'est un scénario original ou si c'est une adaptation. Personnellement, j'ai quand même bien aimé le film, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de réserves que vous. J'ai vu a posteriori beaucoup de gens considérer ça comme le film de l'année, un film déjà culte. Je n'ai pas réussi à visiblement voir ce que vous y voyez. Je vois qu'il y a une très bonne mise en scène, je vois qu'il y a une fureur, une envie et une rage de montrer une révolution. Je me fais chier. Oh la vache, vous me coupez 20-30 minutes de ce film par pitié. La scène de course-poursuite... Ah ouais, je vais révolutionner les courses-poursuites avec une ligne droite. Non, en tout cas pas avec une musique comme ça. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, c'est triste de me dire que je réussis quand même à être dans le film par rapport à plein d'éléments. De toute façon, vous l'avez déjà cité, les comédiens sont excellents. Mais personnellement, en fait, j'avais juste qu'une seule envie, c'est de rentrer le film pour sortir la caméra de DiCaprio, parce que j'en ai rien à faire véritablement de ce personnage-là, et à chaque fois qu'on y allait, c'était un mode... Mais j'en ai rien à faire de quelqu'un là-dessus qui est tout autant pathétique que ce qu'on m'est montré dans le film. Ouais, et c'est un peu la tristesse que je voyais véritablement ce côté bouillonnant et plein d'énergie, que ce soit par des acteurs secondaires comme le sensei, que ce soit par des environnements avec ce qui était visiblement une manifestation qui a grandi, et le film prépare justement certains éléments. J'essaie d'éviter de spoiler parce que on va pas non plus vous rentrer dans le détail. Le but, c'est quand même que vous voyez le film, parce que même si je suis plus dubitatif, cas où, c'est quand même le fait de allez-y, ça vaut le coup. Mais tant mieux que tu sois plus dubitatif. Hein, c'est rare quand même de se dire que on a un film qui est autant à charge, bon, qui peut parfois varier un peu sur le côté un peu complotiste, hein, sur certains éléments, mais voilà, mais qui a eu 130, 175 millions de budget. En plus, avec communication. Voilà, avec communication. C'est pour ça que je ne sais pas exactement si c'est 130 ou... Parce que les rumeurs de production sont plutôt autour des 90 millions. Oui, d'accord. Mais en tout cas, je crois que c'est le plus gros budget que Pitié a eu pour... Par contre, pour totalement. Ouais. Donc, ça se voit très clairement. Je sais pas, encore une fois, ça se trouve peut-être qu'un deuxième visionnage me rendrait le film plus important. En tout cas, je sais qu'en en sortant, c'est un film qui s'ancre véritablement dans une actualité, et qui fera à mon avis du bien à énormément de monde, parce que justement cette fureur, cette rage, le film essaie de la transcrire, malgré des personnages qui sont parfois un peu apathiques, un peu mous,
Et même si évidemment le film a tendance à être, comme vous l'avez dit, hein, avec le côté... Oui, alors généralement, s'il y a les fascistes d'un côté, le bon camp, c'est de l'autre. Hein. Mais même le bon camp, factuellement, ne va pas être présenté comme tout rond, tout gentil, tout mignon. Hein. Je veux dire, que ce soit la leader révolutionnaire du début, qui est pas forcément un personnage très sympathique, que ce soit des discussions au téléphone entre un communiste et un anarchiste, visiblement, qui n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils ont une vision du monde un peu différente. Donc, il y a quand même, je vais pas dire de l'eau dans son vin, mais... On va dire que tout n'est pas aligné, tout n'est pas juste une ligne droite et figée. Mais ouais, je sais pas si c'est parce que tout le monde en disait beaucoup de bien, c'est parce que je m'attendais à un très grand film d'un très grand réal et que du coup j'avais hâte. Mais j'étais un peu laissé sur le côté par certains éléments. J'en ai un peu caricaturé sur certains éléments avec la course-poursuite, mais c'est vrai que la musique parfois a eu tendance à me déranger. Mais malgré tout, ça vaut quand même le coup. Ouais, tu fais une bonne transition parce qu'il faut dire aussi que comme le film est en constant mouvement, il y a aussi une BO qui est très présente et qui va compartimenter toutes les séquences d'ailleurs parce que chaque musique va vraiment imprégner chaque séquence par son rythme, par son ambiance, par son angoisse potentielle aussi, puisque on le dit, c'est une course-poursuite quand même assez longue. En tous les cas, on a 1h30 bien conséquente où vraiment, malgré le fait qu'il y a des petites scénettes assez drôles par rapport aux personnages qui sont assez caricaturaux, il y a quand même cette ambiance qui va être pesante, forte et qui va justement donner une énergie qui va évidemment se ressentir à la fin du film. Oui, Roman ? Oui, moi je voulais juste rajouter un truc justement par rapport au personnage de Perfidia. Au début, j'ai eu hyper peur au début du film parce qu'elle est hyper sexualisée dans la manière dont il le filme, etc. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il veut faire un lien entre fétichisation des personnes noires et racisme qui sont intrinsèquement liés. Je n'arrive plus à parler ce soir. Oui. Et je trouvais ça au final hyper intéressant. Voilà, c'était juste pour dire ça. Par rapport au personnage, justement, de Sean Penn. Oui, exactement. Qui va être lié à tout cela. Donc, exactement, ouais. Et puis, en plus, c'est un film qui va vous dégoûter de Noël. Ça, j'en suis certain. En tous les cas, on va dire le lissage américain, ça, c'est sûr. C'est un film... Alors, je pense, pour en faire une conclusion aussi de vos avis, je pense que, véritablement, vous devez y aller en essayant d'oublier tout ce qu'on a dit. Parce que véritablement, il faut y aller aussi avec cette appréhension, comme si vous allez voir un film comme un autre, en réalité. Il ne faut pas le voir comme le Paul Thomas Anderson, la grande maîtrise qu'on y attend. Et je pense que plus on est innocent devant ce film, plus on va en être révolté. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et cette semaine, dans le cadre de notre émission spéciale autour de Paul Thomas Anderson, on a décidé de vous parler de l'un de ses films les plus singuliers et les plus discrets, mais aussi les plus attachants, c'est Punch Drunk Love. Et ça tombe bien, puisque le film ressort en salle plus de 20 ans après sa première sortie. Alors, Punch Drunk Love, c'est quoi ? C'est un film assez court pour du Paul Thomas Anderson, à peine 1h30, sorti entre Magnolia, 3h, et There Will Be Blood, 2h45. Et c'est surtout l'un de ses films les plus personnels. Il laisse de côté les grandes fresques chorales pour se concentrer sur un seul personnage, Barry Egan, joué par Adam Sandler. Et oui, Adam Sandler, mais ici, dans un rôle très loin de ses comédies potaches habituelles dans les années 2000. Barry, c'est un homme paumé, hyper anxieux, un peu à l'écart du monde, qui vit écrasé par ses sœurs et ses propres angoisses. Il mène une vie métro-boulot-dodo jusqu'au jour où deux choses débarquent dans sa vie. Un petit harmonium abandonné et Lena, une femme douce, mystérieuse, jouée par Emily Watson. Et là, le film se transforme peu à peu en histoire d'amour, mais une histoire d'amour bizarre, décalée, avec des éclats de violence, ses moments suspendus, ses coups de fil surréalistes, et même un service client d'objets érotiques qui vire au cauchemar. Visuellement, c'est magnifique, comme tout bon Paul Thomas Anderson, des couleurs vives, une musique entêtante, des fondus enchaînés qui ressemblent à des tableaux abstraits, et toujours cette impression d'être dans la tête de Barry, de ressentir avec lui son stress, son envie d'aimer, sa peur de tout rater, et c'est un film qui parle de solitude, de colère rentrée, de fragilité, mais aussi de cette force un peu insensée que peut être l'amour. C'est doux, c'est étrange, c'est parfois un peu brutal, comme du Paul Thomas Anderson, mais c'est terriblement sincère et ça montre aussi à quel point Anderson aime bousculer ses spectateurs, même dans un format plus simple en apparence. Bref, Punch Drunk Love, c'est un film court mais intense qui mérite largement d'être redécouvert sur grand écran et une belle porte d'entrée pour découvrir une autre facette de Paul Thomas Anderson. Un réalisateur qu'on aime beaucoup citer, un P.T.A., comme diraient certains, P.T.
Hay, mais un réalisateur qui a marqué Hollywood à jamais, Lazare, puisque en soi il a fait quand même beaucoup de films marquants et aussi oscarisés. Ouais, tout à fait. Je peux refaire, j'ai la page Wikipédia sur les yeux, je peux carrément. vous faire une biographie accélérée de Paul Thomas Anderson, né en 70, fils d'un comédien. Il a une carrière hyper précoce. Alors visiblement, c'est un petit nerveux, hein. Le gars, il s'est fait virer à plusieurs reprises de ses établissements scolaires, et il va très rapidement se mettre à la réalisation. Son rêve, c'est très vite d'être cinéaste. Il va réaliser un court-métrage qui s'appelle Cigarettes and Coffee, qui va rencontrer un certain succès qui va lui permettre de réaliser le long métrage Double Mise, donc Hard Eight en titre original. Et donc Hard Eight qui est directement, c'est son premier film présenté au Festival de Cannes, excusez du peu. Le film ayant un certain succès, il va enchaîner avec Boogie Nights. Boogie Nights, en fait, c'est tiré d'un scénario qu'il avait déjà écrit quand il avait à peine 18 ans. Et pareil, succès instantané, hein. Le film, il est nominé aux Oscars. Il est nominé notamment au prix du meilleur scénario. Pour l'anecdote, on raconte que Peter, quand il a vu qu'on lui avait, entre guillemets, volé son Oscar du scénario, donc il pensait déjà à son jeune âge qu'il allait le gagner. Il a jeté sa chaise de rage, visiblement. Un gros nerveux. Il est réputé, de toute façon, pour être assez arrogant, très difficile sur les tournages. Mais enfin bref, ensuite ça enchaîne avec Magnolia, le fameux film coréen Punch Drunk Love. Ensuite, en 2002, dont nous allons parler, There Will Be Blood. Pour moi, on en parlait en off. Pour moi, c'est son film le plus grand public et le plus connu, moi, genre parce qu'il a un côté un peu magistral. Suivi de The Master, Inherent Vice, donc on en parlait aussi parce que c'est une autre adaptation de Thomas Pynchon, suivi de Phantom Thread, un film absolument parfait qui signe aussi la fin de carrière, je crois, de Daniel Day-Lewis. Ouais, enfin, fin de carrière, mais il revient là dans le film de son fils, bref. Et puis Licorice Pizza, et puis enfin on arrive à une bataille après l'autre. Qu'on a cité évidemment juste avant. Belle carrière, quand même. Peu de mauvais films, voire aucun, donc c'est pas ça mal. Qui est assez étonnant. Et Punch Drunk Love, là-dedans, c'est vrai que c'est le film, déjà l'un des plus courts comme on l'a dit, mais surtout qui sort du cadre un peu de ce réalisateur, Lenny. Bah absolument, c'est même un peu une sensation d'envie de challenge de la part de Paul Thomas Anderson, parce que comme tu l'as dit, on a eu Magnolia juste avant, qui dure 3 heures. Donc il y avait un peu cette envie de je vais faire un film de 90 minutes. Visiblement, c'était le projet à la base. Et pour une raison qui m'est un peu surprenante ou inconnue du pourquoi du comment, c'est un grand fan de l'humour, oui, voilà, Adam Sandberg, écoute, hein, visiblement, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, ça lui plaît, ça lui parle. Il avait même, selon ses propres dires, envie d'un morceau de lui dans l'un de ses films. C'est étrange, mais écoutez, pourquoi pas. Ici, là-dessus, on est véritablement sur une proposition très différente de ce qu'il a l'habitude, parce que même si on n'a pas de spatialisation temporelle véritable, on n'est pas forcément sur des vraies années 2000, ou en tout cas c'est difficile de le deviner. C'est plus quelqu'un qui est habitué aux années 50, voire aux années 70, et comme tu l'as dit, à avoir une très grande galerie de personnages. Donc là, se concentrer uniquement sur le personnage de Barry, c'est assez rare, mine de rien pour lui, et du coup, on enchaîne très très vite. On est bousculé d'un moment à l'autre, on n'a parfois pas forcément le temps de forcément comprendre ce qui vient de se passer, ou du pourquoi, du comment. Et parfois, ça peut être un film qui peut laisser un peu à côté, tellement on n'est même pas sûr de ce qu'on vient de voir. Oui, c'est ça, c'est que toi aussi, Ivan, tu voulais le préciser, mais c'est toujours un film de Paul Thomas Anderson, même dans sa volonté d'être tout le temps, constamment en mouvement, comme tu l'avais précisé pour une bataille après l'autre. Oui, tout à fait. Le personnage de Barry, typiquement, c'est un personnage qui veut absolument s'extraire de son angoisse, en fait, de ses angoisses quotidiennes, et qui, du coup... cherche absolument à trouver cet échappatoire, qui va du coup trouver cette espèce de représentation, je sais pas comment on pourrait dire, avec cette histoire d'amour justement. C'est une étude de personnage qui est assez intéressante. Punch Drunk Love, j'avais oublié le titre. C'est bien de l'avouer. Hein. Moi je le dis, moi je cache. Je vous donne tout, moi. Et du coup c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est pas un film choral, et en même temps je trouve que c'est un film assez étrange. Il fait 1h30, donc c'est chouette. En même temps on se dit que peut-être c'est un peu la réserve qu'on pourrait mettre sur le film. Peut-être que c'est trop court par rapport à, parce que le film parle de plein de choses. Donc c'est très étrange. C'est quand même un beau film.
qui est très intéressant en termes d'analyse, qui est toujours aussi précis en termes de mise en scène, parce que PTA ne sait pas, de toute façon, ne pas être précis, et voilà. Donc voilà, mais un film quand même très intéressant et peut-être injustement oublié de temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a cette impression d'être foutraque et en même temps, t'as quand même une maîtrise totale de ce foutraque qui fonctionne parfaitement et qui donne du coup ce côté comédie romantique, mais plutôt bizarroïde, voire qui me met mal à l'aise, comme toi, Roman. Ouais, carrément. Le film, je trouve qu'il est hyper anxiogène. Peut-être que justement, on ressent l'anxiété du personnage de Barry, c'est ça ? Si je me trompe pas. Tout à fait. Barry. Mais ouais, moi je trouve que le film est hyper anxiogène. Alors on passe un bon moment devant, hein. C'est pas un mauvais film. Oui, c'est pas un film d'angoisse. Vu que moi je l'avais pas vu avant l'émission de radio, on m'a dit ouais, tu vois, c'est une comédie romantique, c'est hyper fun, hyper chill, mignon et tout. Bah moi je l'ai pas du tout vécu comme ça, j'étais hyper angoissée. Pareil, moi les coups de téléphone permanents, je trouve ça angoissant. Les 7 sœurs, elles sont insupportables, c'est hyper angoissant. Le personnage qui pète des câbles, on sait pas quand. Mais c'est horrible, enfin non, c'est horrible, non, quand même pas, j'exagère peut-être un peu. Ne pétez pas des câbles au hasard, ça angoisse Roman. Ouais, je suis peut-être un peu stressée dans la vie. Non, mais après, donc, voilà, c'est peut-être une représentation, tu t'es peut-être retrouvé dans le personnage. Bah, ça m'arrive souvent de casser des choses aussi. Ah. Ouais. Mais j'en parlerai avec ma psy un autre moment. T'en as parlé avec nous, hein. Donc, ouais, mais vas-y. On oublie pas. Mais ouais, donc moi j'ai trouvé le film hyper anxiogène. Je trouve qu'il y a des films plus mignons chez Paul Thomas Anderson, notamment Licorice Pizza. Je trouve qu'on passe un meilleur moment, c'est plus intime, plus mignon. Ruby Blood, c'est très mignon. C'est autrement mignon, ouais. C'est une relation père-fils tumultueuse. Exemplaire. Ouais, on va dire ça. Mais ouais, donc Punch Drunk Love, moi ça m'a mis mal. Mais telle l'intention était. Mais et ouais. Après, pareil, le film est trop beau, etc. Oui. Pareil, la bande sonore. Magnifique. Juste l'affiche. Est trop cool. L'affiche est trop belle. L'affiche du film dit tout aussi. Vous avez énormément de plans comme ça, magnifiques, des moments vraiment suspendus où on s'étonne vraiment de voir autant de poésie d'un coup dans ce tumulte. Et puis Adam Sandler est quand même très fort. Oui. Dans le film. C'est vrai que c'est peut-être l'un des films qui peut vous réconcilier avec l'acteur. Oui, Lazare. Super transition, parce que j'allais parler de l'acteur. Non, oui, juste pour donner globalement, on a vu sur Punch Drunk Love, c'est un 5 sur 5, bien évidemment. C'est un film de Paul Thomas Anderson. Que des 5 étoiles aujourd'hui. C'est toujours, il est terrible avec ça. Non, oui, je voulais rebondir parce qu'on parle d'Adam Sandler, qui est un acteur incroyable, et genre en le revoyant, j'ai tout de suite repensé à Uncut Gems. Genre, je trouve que on est carrément dans la même lignée de rôle de personnage un peu bavard, baratineur, coincé entre son travail, sa vie familiale, dépassé par les événements, persuadé d'avoir trouvé le coup du siècle avec cette histoire de coupons pour des voyages d'avion. Et du coup, Je me permets juste, sachez que c'est une histoire vraie du coup. Ah ok. Ouais, c'est vraiment Uncle un mec. Le truc des coupons là, du pudding et tout pour voyager en miles. Et Paul Thomas Anderson s'est inspiré d'une vraie histoire. Voilà, voilà, je me tais. Cool. D'ailleurs, non. Ça me fait. J'enchaîne. Ça me fait penser. Tu parlais du Fellini. Alors, je me suis pas renseigné sur le contexte du film, mais que c'était un film personnel pour PTA. Et du coup, avec l'anecdote de la chaise que je vous partage tout à l'heure. Donc, est-ce que finalement, il parle pas aussi de ses coups de colère à lui, Paul Thomas Anderson, dans le film? Est-ce qu'il parle pas de lui en fait? Est-ce que Adam Sandler c'est pas un peu lui? C'est pas cet homme qui essaie de s'extraire de ses angoisses. Non, on en parlait, il est comme dans Une bataille après l'autre, toujours à chercher le petit truc un peu imprévu, cet harmonium qui débarque de nulle part, la scène avec le transpalette qui défonce l'entrepôt. Quand il veut péter la gueule à Philip Seymour Hoffman, il embarque le téléphone avec lui sur plusieurs kilomètres. Enfin, il a toujours une petite science comme ça, des scènes improbables, jusqu'à cette scène absolument badass où on a quand même a priori un personnage plutôt normal qui soudain va péter la gueule à 4 gars qui l'ont emmerdé à coups de pied de biche. Mais je trouve que c'est super maîtrisé comme d'habitude. Et moi je trouve que c'est une comédie romantique qui marche dans les deux sens parce que c'est drôle. Moi j'ai un paquet de moments, je trouve ça marrant, c'est anxiogène, c'est vrai, mais c'est drôle et puis quand même à la fin c'est mignon comme tout. Oui, moi je trouve.
Non, mais oui, Roman. ils sont très mignons. Mais en fait, je pense que. T'as le droit de dire qu'ils sont pas mignons, Si, t'inquiète. hein. si, ils sont... Non, en vrai, c'est quand même kiki, je trouve, de trouver l'amour C'est quand kiki-chou. c'est kiki chou. Genre d'avoir deux personnes aussi bancales et qui se trouvent et qui s'aiment, c'est trop beau. Mais vu que je l'avais jamais vu et que moi, quand même, j'avais en tête un peu plus en mode licorice pizza, trop choupi et tout, Ah oui, l'amour, waouh, bah L'amour, waouh. L'amour, waouh. Je suis Après, hyper l'amour perspicace. L'amour, waouh. Mais du coup, j'ai été un peu étonnée. Et j'étais en mode, non, c'est hyper angoissant. Après, peut-être que le regarder à minuit hier soir, c'était pas la meilleure idée. Ouais, oui, et puis ça dépend des substances que tu prends avec. Oui, Marion. Mais je rejoins complètement Roman sur le fait que ça soit plus anxiogène que Mimichou. Moi, j'avoue, il m'a stressé, quoi. Le film. Oui. Ah oui. Non, mais ça se comprend. C'est ça la particularité aussi de ce film. Et je pense qu'il y a à découvrir, c'est que on va, comme dit, osciller entre des moments en effet assez surprenants, de la poésie, des moments très doux et en même temps des moments très angoissants. C'est un film assez généreux en 1h30, donc je pense que c'est le Paul Thomas Anderson le plus symptomatique en soi de sa réalisation, mais en même temps le plus accessible si vous n'avez pas assez de temps devant vous, parce que 3 heures, évidemment, toute sa filmographie, ça commence à en faire, mais au moins c'est celui qui est le plus court. Et où est-ce qu'il est, ce con de Fleischmann? Qu'est-ce qu'il fout? Eh bien écoutez, on se retrouve donc pour la fin de notre émission, évidemment le petit jeu. Alors très classique, je vais vous proposer des questions autour de Paul Thomas Anderson ou de ses acteurs qui ont joué dans Une bataille après l'autre, ou carrément de ces acteurs qui ont joué dans ces films. Vous allez très vite deviner avec qui. Donc c'est un peu un résumé quelque part de ce qu'on a dit. Il y a des choses qu'on a un peu évoquées, donc vous allez pouvoir très vite vous raccrocher et répondre assez rapidement. Je vous laisse donner votre nom ou alors dire la réponse directement si vous le souhaitez. On va pas faire le buzzer, vous donnez la réponse et voilà, et je citerai votre nom si vous avez eu la bonne réponse. Ça vous va? On fait comme ça? Super. Un peu de réaction quand même, s'il vous plaît, Lazare. Bravo. Merci. Merci Evan. Ça c'est ma réaction. Alors, première question sur Paul Thomas Anderson. De quel court-métrage un peu particulier est né Boogie Nights? Le nom de son court-métrage... non, on ne triche pas. Est-ce que vous l'avez? Le nom de son court-métrage. Ah bah, ça va. Ouais, là, comme ça, si je peux pas regarder Wikipédia, je peux pas le retrouver. Est-ce que vous avez un indice au moins? Ah ouais. Non, je veux un indice. D'accord, bah c'est une parodie de film porno. Oh. Qu'Anderson avait tourné même ado. Oui, mais... Ah, mais ça te dit pas? Très bien. Écoute, déjà si à 17 ans, il justement, écrit le un côté scénario comme porno, ça pour Boogie Night... Dick. Quelque chose. Ah, il y a un truc, ouais. Voilà, Ouais, je c'est peux le pas début. deviner, il y a Bon, un allez, milliard d'autres mots, je crois, c'est dans pas la grave. langue américaine. The Dirk Diggler Story. The Dirk Diggler Story. Et c'est pas compliqué comme titre. Non, ça va. Ok. Il y a 4 mots quand même. Non, mais ça se trouve, tu vois. Allez, une autre question un peu plus simple. Là, vous pouvez donner toutes les réponses que vous souhaitez. Quel blockbuster hollywoodien PTA a failli réaliser avant de se rétracter? Quasi même au dernier moment. Quel blockbuster hollywoodien a failli réaliser avant de se rétracter? Est-ce qu'on peut avoir, en termes d'indices possibles... Ah non, on va proposer des trucs mais aussi. je t'ai dit, Star Wars. la date, parce que là, tu m'excuseras, techniquement... Réfléchissez par rapport à la filmographie. Est-ce que c'est une saga? Oui. Ah, les Before Sunrise, non? Non. Réfléchissez par rapport à son casting qu'il a déjà eu dans ses films, à l'époque. Le parrain. Non. Non, une saga, ouais. High School Musical? Non, Hunger ça aurait Games. pu, hein. Hunger Games. Non. Mission Impossible. Oui. C'est vrai? Oui, Mission Impossible 3, et Je le savais. Je le savais, évidemment. Très fort. Mission Impossible 3, bah évidemment, Tom Cruise. Ouais, bah oui. Après Magnolia. Hein? Et Philippe Seymour Hoffman. Philippe Seymour Hoffman, évidemment, qui étaient les Meilleur deux dans le méchant de Mission Impossible. Alors, question un peu estimation. Quelle était la durée initialement prévue pour Magnolia avant qu'il ne devienne une fresque de plus de 3 heures? C'était quoi la durée? 5h30. 1h45. Oh, j'allais dire 1h45. 1h46. 46. Bon, non, mais je vous demande pas d'être aussi précis, je vous rassure. Ça peut être environ. Donc, c'est pas 1h45, mais on s'y rapproche. 2 heures? Non. De 15. Non. 1h30. 1h30. Bonne réponse de Lazare. Bravo. Ok. Donc Faut l'applaudir, il avait s'il vous plaît, l'intention quand même. de faire un film court. Eh oui. Ok. Potentiellement, c'est surtout le studio, à mon avis, qui a dû lui presser un petit peu. D'où vient la fameuse réplique I drink your milkshake?
D'où vient la fameuse réplique à Drink Your Milkshake? Dans un film de Paul Thomas Anderson Ouais. Licorice Pizza. Ah, c'est There Will Be Blood. Oui, ça vient de There Will Be Blood. Et est-ce que tu sais précisément pourquoi, en fait, de quoi c'est inspiré, en fait, à Drink Your Milkshake? C'est quelqu'un qui l'a dit. C'est un sénateur, voilà, je te le dis du coup. Ok. Sénateur américain, et il a fait un discours réel, et il avait dit à Drink Your Milkshake. Et du coup, il l'avait repris dans le scénario de There Will Be Blood. Mais non, ok. Eh bah ouais. Non, mais... Et on en apprend. Toi, je vais dormir moins con, moi. C'est ce que je vois. J'essaye de vous trouver quand même. Ah tiens, avant de jouer dans Licorice Pizza, quel était le métier d'Alana Haim? Elle est chanteuse. Bravo Romain. Ouais, elle chante toujours, Bravo, si jamais, bravo. avec ses sœurs et tout. Voilà. Ah ouais, Je fais sa promo. ça marche. Bon, on l'adore. Une petite question sur une bataille après l'autre, une anecdote marrante, mais quel acteur emblématique de PTA, pressenti au départ, n'a finalement pas participé à une bataille après l'autre? Daniel Day-Lewis, non? Non. Adam Sandler. Hoffman. Non. Qui a joué dans... C'est pas assez plus connu, qui a joué dans... Tom Cruise. Dans ses plus clivants, on va dire. Dans ceux qui sont un peu moins dans l'exaltation, on va dire. Il a joué dans pas mal de ses films, qui est très très connu, qui est oscarisé même. Attends, Mais donner des acteurs, je sais Paul pas. Dano. Moi. Non, mais ça aurait pu. Mais non, attends. Donner des acteurs. Il est ultra connu, je vais vous le donner, vous allez faire, mais oui, mais non. Et c'est pas Tom Cruise. Non, c'est pas Tom Cruise. Attends, mais j'ai Non, la non, tentation de la page Wikipédia. Mark Wahlberg. Non, ça aurait pu. Ah si, attends, comment Bradley Cooper. Non, ça aurait pu. Qui est très... Enfin, franchement, il est en vogue. Il était un peu plus en vogue avant. Ah, comment il s'appelle, celui qui joue dans American Psycho? Ah, Christian Bale. Non, Christian Bale, non. Ok. Non, mais il est tête d'affiche de beaucoup de ses films de Paul Thomas Anderson. Ah bah là, franchement, je suis assez étonné. Je vous dis, il est tête d'affiche de pas mal de ses films. Ah, ça m'énerve. Bah oui, C'est vous m'énervez, horrible, les C'est fous. nul ton jeu, j'ai envie d'arrêter. En même temps, j'ai envie de continuer, c'est hyper contradictoire. Comme Punch Club. Joaquin Phoenix. Oui, Mais Evan, bah oui, bien sûr évidemment. que oui. Merci, Bah oui, Evan. putain, mais oui, Merci, pardon. on peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Mais oui, non, mais bien sûr. Quand même. C'est vrai. Il a Oui, fait bah Inherent oui, c'est vrai. Vice, The Master. Tout de même. Deux petits films. Deux petits. Hein. Alors, puis autre petite question, vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai qu'un acteur a rejoint le projet de Une bataille après l'autre 2 semaines avant Vrai. le tournage? Ouais, c'est vrai. C'était guidé, hein, évidemment, mais ouais, il y a au tout dernier moment, il a accepté qu'un acteur participe au film comme ça, et je crois que c'est dans les militaires, et il avait accepté. Et c'est pareil, il y a aussi des acteurs européens. C'est la première fois qu'il y a des acteurs européens dans un film, Une bataille après l'autre. 2 acteurs, je crois, il me semble. Mais voilà, donc c'est à noter. Donc merci beaucoup pour votre participation à cette émission autour de Paul Thomas Anderson. Je pense que vous avez compris le thème à force, hein, quand même. Donc on rappelle, Une bataille après l'autre, c'est toujours au cinéma et au cinéma luxe, qui plus est. Donc n'hésitez pas, en VO, avec des très bonnes conditions. Évidemment, vous avez du laser 4K au cinéma luxe, hein, au cas où. Donc évidemment, on est très bien accueillis par nos hôtes comme Lazare. Merci d'avoir participé à cette émission, Lazare. Merci d'avoir été notre hôte, toi aussi, pour bah cette émission. Avec grand plaisir. Merci, Lenny. Bah écoute, un plaisir et puis un bon début, mine de rien, pour cette nouvelle saison. Ah bah oui, complètement. Ce n'est que le début, mais peut-être la fin pour certaines, comme Romane. Bah, je vous dis adieu alors. Oh, c'est le moment Kikichou. Tu vas pleurer? Non mais merci beaucoup, hein, encore une fois. Bah, j'espère pouvoir revenir. Ouais. Merci Ivan. Bah, merci à toi, merci à vous. Ah bah, avec grand plaisir. Merci Marion, évidemment, à la régie. Bah, merci à toi aussi. Et merci au Cinéma Luxe et à Station B de nous proposer donc ce studio, de nous proposer aussi tous ces films que vous pouvez voir encore une fois au Cinéma Luxe. N'hésitez pas, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur lastationb.fr. Nous sommes aussi sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook même récemment. Donc nous avons pas mal de pages où vous pouvez vous noter, donc inscrire toutes les dates de nos émissions ou les réécouter. C'était un grand plaisir et on se retrouve évidemment pour une prochaine émission dont on n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il